Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de la mort d'un étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon le procureur de la République, le corps sans vie a été découvert dans la soirée d'hier. Une autopsie sera effectuée pour déterminer les causes exactes du décès. La communauté étudiante appelle à la pondération. L'Assemblée nationale a adopté 2 projets de loi portant sur la réglementation du système du secteur bancaire et de la microfinance. Les questions d'actualité se sont aussi invitées à l'hémicycle. Le ministre des Finances a apporté des réponses, vous l'entendrez. 2 pas en avant, mais les signaux restent encore au rouge. Le Sénégal a enregistré une progression de 2 points dans l'indice de perception de la corruption en 2024. Le résultat de plusieurs réformes entreprises en 2023 et 2024. Mais notre pays peut et doit encore mieux faire, estiment les experts. Disparition de 5 pêcheurs à Rufisque. Des moyens aériens et navals sont déployés pour tenter de les retrouver, informe l'État. Pourquoi la disparition des pêcheurs est si fréquente au Sénégal? Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Une autopsie sera effectuée sur le corps sans vie de l'étudiant Matar Diagne, retrouvé mort hier dans la soirée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon le procureur, une enquête est ouverte pour élucider les circonstances exactes de la mort de l'étudiant. En sa mémoire, une journée noire a été décrétée à l'université. La communauté étudiante appelle à la pondération le temps des investigations. En effet, nous avons retrouvé notre camarade Matar Diagne sans vie dans sa chambre au village A. Eh bien, est-ce que c'est un suicide ou pas? Pour le moment, il ne faudrait pas adopter une posture à chaude, c'est-à-dire le fait de dire en fait avec exactitude pour le moment, voici les circonstances dans lesquelles eh bien, nous avons perdu nos camarades. Parce que pour le moment, à l'heure où je vous parle, eh bien entendu, à part les autorités compétentes, eh bien personne, je dis bien personne, ne peut avancer de une telle thèse. C'est un corps qui a été retrouvé sans vie. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous avancer trop dans le dossier là. Ce que nous faisons et ce que nous demandons à l'ensemble de tous les étudiants, c'est de faire montre de retenue, n'est-ce pas, et d'attendre que les autorités compétentes fassent toute la lumière sur la question à travers leur enquête qu'ils sont en train de mener présente. À Thiès, les étudiants de l'université Iba Der Thiam demandent l'achèvement des chantiers de l'université. Ils ont manifesté leur agacement face aux forces de l'ordre ce matin à Thiès. Chérante Diop Seylatir. Ça a chauffé à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Les étudiants, dans une colère noire, se sont violemment affrontés aux forces de l'ordre. Échange de jets de pierre et de grenades lacrymogènes. Les étudiants ont brûlé des pneus, barré la route de l'université, perturbant à ce niveau la circulation pendant plusieurs heures. Ces protestataires qui comptent mener leur combat jusqu'au bout dénoncent l'afflux des étudiants qui exacerbent les problèmes à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ben restaurant on va dire, ben restaurant la am, ñaari pavillon. Ñu bëgg fi social chaque année on oriente plus de 1000 étudiants. Ce que nous vivons, c'est extrêmement difficile. L'université de Thiès ne dispose que de 2 pavillons et 2 restaurants. Les chambres sont pleines à craquer. Nous sommes obligés d'accueillir les nouveaux bacheliers et parfois une chambre pour contenir jusqu'à 12 étudiants. Il demande aux autorités d'accélérer les travaux sur le campus pour éviter une situation de crise. Tout récemment, ces étudiants ont observé une grève pour interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur Abdourahmane Diouf sur le non-respect de ses engagements concernant les infrastructures du campus.
L'autre grand titre de cette édition, l'Assemblée nationale a adopté 2 projets de loi portant sur la réglementation du secteur bancaire et la microfinance. Les questions d'actualité se sont invitées à l'hémicycle et le ministre des Finances a apporté des réponses. Explications, Mamadou Fall. L'Assemblée nationale témoin d'échanges de propos entre les députés et le ministre des Finances lors de l'examen du projet de loi sur la réglementation bancaire. L'honorable député Abdoumbaou a souligné les nombreux scandales déjà notés à moins d'1 an de mandature. Même pas 1 an et l'on parle aujourd'hui de plusieurs scandales. L'affaire BIDC, une banque d'investissement où l'on évoque 8 milliards. C'est très grave. En plus de cela, Azer également a été évoqué. Les Sénégalais doivent être éclairés. L'Assemblée nationale a l'obligation de contrôler les finances publiques. C'est ce qui pourrait changer le Sénégal. Enfin, une rupture clamée par Thierno Alassane Sall. Véritable démarche de rupture. Et ce qui pourrait changer enfin ce pays-là, c'est d'engager en permanence à travers la commission du contrôle budgétaire ce qui se passe dans le pays. D'autant plus que le Premier ministre et le Président de la République nous invitent en disant qu'eux-mêmes n'ont pas confiance aux chiffres de l'administration passée. Et cela est une interpellation directe des députés que nous sommes pour que nous puissions davantage exercer un contrôle sur ce que l'administration fait, quelle que soit cette administration. Parce que le contrôle n'exclut pas la confiance n'exclut pas le contrôle. Comme touché dans son orgueil, le ministre des Finances jure sur la mémoire de ceux qui ont donné de leur vie pour un changement que le Sénégal sera sauvé. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients de ce qui nous attend et que nous soyons aussi quittes avec nos consciences. Parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que ce pays vient de très loin. Des gens ont fait des sacrifices, y compris le sacrifice ultime. 80 personnes sont mortes pour le Sénégal. Ils ne peuvent pas être plus sénégalais que nous. Nous ne l'accepterons pas. Et nous, comment nous pouvons travailler à rendre hommage à ces gens-là? C'est que c'est les responsabilités qui nous sont confiées. Que nous attachions nos ceintures et que nous travaillons à aller vers l'atteinte des objectifs. Et c'est le plus important. Le ministère des Finances fait l'objet de convoitises. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour du ministère des Finances, pour ne pas dire autour du ministre des Finances lui-même. Le ministre a également évoqué devant les parlementaires que des réformes sont en cours pour assainir les finances publiques avec un audit des exonérations fiscales. Oui, Mamadou, retenez que le projet de loi sur la réglementation bancaire a été voté à l'unanimité des 143 députés présents. Les 144 députés ayant participé au vote de la loi émanant du gouvernement pour réglementer la microfinance se sont tous prononcés pour son adoption. Cette loi, vous le savez, va servir à rééquilibrer la relation entre les institutions de microfinance et leurs clients, explique un rapport de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Restons à l'hémicycle où le président de l'Assemblée nationale a signé 3 arrêtés portant création de commissions ad hoc. Ces commissions se chargeront de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, révision du règlement administratif et financier, mais aussi une commission pour l'élaboration de la méthodologie du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Voici El Haj Malik Ndiaye. Mes chers collègues, je voudrais, avant de conclure, informer que j'ai signé 3 arrêtés portant création de commissions ad hoc. Une commission pour la révision du règlement intérieur, qui est dirigée par l'honorable député Aïb Dafé. Une commission pour la révision du règlement administratif et financier, ainsi que du statut des agents de l'administration, qui est dirigé par Mme Aïcha Touré, questeur. Je rappelle qu'un audit du personnel et un bilan de compétences a démarré depuis 2 semaines. Une commission pour l'élaboration de la méthodologie du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, qui est dirigée par Dr Mohamed Sall. Les 3 commissions sont composées de députés et d'agents de l'administration ou du cabinet des différentes sensibilités de l'Assemblée nationale.
Je tiens également à vous informer que nous travaillons activement sur le prochain passage du Premier ministre et de son gouvernement qui se soumettront à l'exercice des questions au gouvernement. Indice de perception de la corruption 2024, le Sénégal progresse de 2 points, mais les signaux restent encore au rouge. Transparency International a publié son rapport ce mardi 11 février. Voyons tout cela avec Charles Diop. Le Sénégal progresse de 2 points après la publication de l'indice de perception de la corruption pour l'année 2024, mais cette performance n'est pas suffisante pour sortir le pays de la zone rouge. En 2023, nous avons constaté que le gouvernement avait modifié le code de procédure pénale pour instaurer le parquet national financier. Nous avons constaté également qu'ils ont adopté en Conseil des ministres des projets de loi sur modifiant l'OFNAC, sur la déclaration de patrimoine, mais également sur le blanchiment des capitaux. Ces textes également qui ont été adoptés en fin décembre 2023, mais également en début d'année 2024 par l'Assemblée nationale. Donc ces éléments ont contribué à augmenter la note du Sénégal de 43 à 40-45, y compris bien sûr les efforts qui sont effectués par l'actuel gouvernement, à savoir la publication des rapports sur la Cour des comptes, la publication des rapports sur de l'OFNAC. Il reste encore du travail à faire et les différentes recommandations formulées vont dans le sens d'aider le Sénégal à lutter contre ce fléau. Par ailleurs, le Forum civil exige la lumière sur l'affaire des 1000 milliards de francs CFA évoquée par le Premier ministre lors de la campagne pour les élections législatives de 2024. Mais surtout également de structurer et de renforcer le combat contre les flux financiers illicites. Mais aussi nous demandons au président de la République de faire publier, surtout dans un secteur assez stratégique qui est la pêche, de faire publier l'audit technique et financier du pavillon Sénégal qui a été initié en 2022, sans compter bien entendu le renforcement du centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye qui permet quand même d'avoir une idée sur les ressources halieutiques. Pour sortir de la zone rouge, il faut une note de 50 sur 100. Le Forum civil demande plus de rigueur et de transparence pour stopper la corruption au Sénégal. Dans l'actualité également, la disparition de 5 pêcheurs à Rufisque. Et dans ce journal, on s'intéresse à la récurrence de ce phénomène. Pourquoi il est si fréquent? Quelles sont les causes de la disparition de pêcheurs en mer? Reportage Habib Faye. Des pirogues se perdent en mer, des pêcheurs qu'on ne retrouve plus. Un phénomène qui sème la polémique dans ce village de pêcheurs. À Thiaroye-sur-Mer, on en parle. Les causes sont multiples. Actuellement, il y a beaucoup de vent en mer et si vous essayez de pêcher certains poissons, vous risquez de ne pas revenir à bord. Mais ce n'est pas un danger pour nous. Les jeunes pêcheurs n'ont aucune formation en la matière. Certains osent braver l'océan comme ça. À notre époque, quand il y avait du vent en mer, les vieux pêcheurs mettaient un drapeau rouge qui symbolisait le danger. Et personne n'osait braver ces interdits. Ce n'est pas nouveau ce phénomène. C'est aujourd'hui que les gens en parlent et j'ignore pourquoi. ATB est un mécanicien hors bord établi sur cette plage. Il est censé réparer les moteurs de pirogue, mais il invite les acteurs à éviter les moteurs d'occasion qui sont souvent source de leur malheur. Les machines coûtent très cher et les pêcheurs n'ont pas les moyens pour s'en procurer. C'est pour cette raison qu'ils se débrouillent avec les moteurs d'occasion, ce qui cause souvent le drame en mer et c'est malheureux. Si le prix était à leur portée, ils ne resteront pas en mer. Ce n'est pas tout. L'État est aussi invité à soutenir les pêcheurs.
Je pense que l'État ne fait pas son devoir. Il doit soutenir la jeunesse à travailler dans la mer. Je suggère à nos dirigeants, c'est-à-dire l'État, d'alléger le prix des outils de travail des pêcheurs pour permettre à chacun de pêcher convenablement. Ils sont beaucoup à enfreindre les règles établies pour une bonne pêche. La mer est certes vaste, mais certains pêcheurs n'ont pas les outils nécessaires pour sauver leur vie en mer. Merci Habib. Cette semaine est célébrée la semaine nationale de l'école de base dans la région de Louga. La lancinante question relative au maintien des filles à l'école reste une préoccupation majeure. Vous allez le voir, la cérémonie a eu lieu à l'école Albouri Ndiaye de Dara. Mamadou Moustapha Ndiaye. Dans le département de Linguère, les mariages précoces, la transhumance sont entre autres des phénomènes qui freinent l'accès et le maintien des filles à l'école. C'est la révélation faite par l'inspecteur d'académie de Louga. Il y a encore des défis à relever. C'est d'abord le défi relatif au maintien des filles à l'école, avec la problématique des grossesses précoces, surtout des mariages précoces. Plus aussi, l'autre problématique, c'est celle-là relative à la transhumance, qui fait que beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants quittent l'école précocement sans avoir terminé le cycle élémentaire ou le cycle moins secondaire. Donc voilà des défis que nous allons encore attaquer pour pouvoir régler définitivement le fonctionnement de l'école ici dans la région de Louga, en particulier dans le département de Linguère. Il s'est exprimé à l'occasion de la cérémonie de lancement de l'école de base, de véritables retrouvailles pour se pencher sur la situation de l'école. En tout cas, ce qu'on peut noter ici cette année, c'est la nouvelle initiative pour le développement, pour la transformation humaniste de l'école, sous le sigle NITE, qui voudrait dire qu'on doit orienter l'école vers la consolidation, vers l'appropriation par les élèves, les acteurs scolaires, des valeurs citoyennes, des valeurs républicaines, mais également des valeurs civiques. C'est pourquoi cette année, le thème a été révélateur. C'est un thème qui permet de connecter les populations, l'école, les élèves à l'armée, aux forces de défense et de sécurité, à la police et à la gendarmerie. Donc c'est une occasion pour matérialiser le concept armée-nation. Aujourd'hui, on sait que l'armée, les forces de défense et de sécurité sont des modèles, sont des exemples en matière de respect des valeurs républicaines, des valeurs civiques et citoyennes. L'adjoint au gouverneur de Louga est revenu sur l'importance de la NITE, une nouvelle vision portée sur les fonds baptismaux par les autorités éducatives. Maintenant, la particularité de cette année, il y a une nouvelle vision du ministère de l'Éducation qui s'appelle donc la NITE, donc qui constitue donc une sorte de nouvelle dynamique de transformation qui veut bâtir une société, donc une école de tous, éclairée juste où tous les Sénégalais donc auront accès donc à l'éducation. Et ceci pour répondre donc aux défis donc de l'émergence donc sur lequel donc les nouvelles autorités donc se sont fixées et en traçant donc dans l'agenda 2050 un axe donc qui est le capital humain. Consolidation des valeurs civiques, l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la nation est le thème de cette 24e édition. Des sketchs sur l'introduction de l'anglais à l'élémentaire, une prestation des majorettes et des distinctions ont rythmé cette activité qui a mobilisé toute une région. Mouvement d'humeur des enseignants Kolda, ils réclament le paiement des indemnités liées à la surveillance et au secrétariat du bac 2024, des indemnités qui devaient être payées selon eux depuis fin novembre 2024. Lamine Fati est le secrétaire général du CELS. Pour dénoncer avec la dernière énergie le non-paiement des indemnités liées à la surveillance au secrétariat du baccalauréat 2024. Vous savez, depuis l'année dernière, ces indemnités ne sont pas payées aux enseignants. Nous avons alerté les autorités, on a fait des démarches auprès des autorités. On a fait un point de presse le 16 décembre et jusque-là la situation est là, rien n'a bougé. Ce qui a valu aujourd'hui
cette journée de débrayage et demain une grève totale. Vous savez, on a signé avec le gouvernement un accord que les indemnités liées au CFE, au BFM et au baccalauréat doivent être payées au plus tard le 30 novembre de l'année en cours. Le blocage, on ne sait pas, on dit que c'est une question nationale. Il paraît que ces miettes-là, qu'on doit aux enseignants 7 000, 20 000, 30 000, doivent être logés dans des comptes, ce qui est à l'origine du retard. Et ça, c'est inexplicable. Si la situation n'est pas réglée, aujourd'hui on est en débrayage, demain on est en grève totale, la semaine prochaine on va durcir le ton. Remous également dans le secteur de la justice. Le Sudjust avait déposé, vous le savez, depuis le 7 février, un préavis de grève pour exiger la matérialisation des engagements pris par l'État du Sénégal, notamment le passage des greffiers à la hiérarchie A2, l'augmentation de l'indemnité de participation à la judicature, autant de problèmes déjà sur la table. Le secrétaire général du dit syndicat demande la publication de 3 décrets pris 3 décrets pour l'élargissement de l'assiette du fonds commun des greffes. Voici Maître Aya Bounmali Diop avec Fatima Touré. Et moi avons comme dessein de mettre le gouvernement face à ses responsabilités pour qu'il matérialise les engagements qu'il a souscrits avec notre organisation. Dans ce sens, nous attendons de la part du gouvernement le passage de tous les greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement des fonctionnaires et agents travaillant au ministère de la Justice des hiérarchies B et C dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets qui devrait être constitué depuis 2019. Dans un autre registre, nous avons interpellé le gouvernement sur son engagement par rapport auquel il devait procéder à l'augmentation de l'indemnité de participation à la judicature et à l'octroi d'une indemnité de logement à tous les agents du ministère de la Justice. Ça grogne également dans le secteur de la santé à Matam. Quelques jours après la levée du mot d'ordre de la FGTS, les cellules locales décident de poursuivre le mouvement avec la rétention de toutes les données sanitaires. Explication Ali Bandeliang. Malgré la levée du mot d'ordre national, les cellules locales de SDT3S, elles, poursuivent le combat. Sentant leurs revendications non prises au sérieux par le ministère de tutelle, ces agents de santé, en majorité des infirmiers chefs de poste, décident de poursuivre la rétention des données sanitaires et de boycotter toutes les tournées de supervision et de coordination. Nous nous sommes réunis ici suite à une réunion tenue par le bureau régional pour statuer sur la situation en fait de la rétention des informations au niveau local. Et après cette réunion, nous voulons tout simplement apporter des éclaircissements sur certains points. Nous voulons réitérer notre engagement envers ce syndicat SDT3S et dire à l'opinion nationale et internationale que la rétention des informations ainsi que le boycott des activités telles que les réunions de coordination mais aussi les supervisions continuent jusqu'à présent. Donc nous n'avons pas encore eu gain de cause sur tous les points que nous avions mis sur la table des autorités. Jusqu'à présent, aucun de ces points n'a été satisfait. Donc nous jugeons nécessaire de continuer cette grève. Nous sommes des agents de santé. Nous mesurons en fait l'importance des informations sanitaires. Donc, et vous savez que depuis 3 ans presque, au niveau national, tous les syndicats avaient procédé à la rétention des informations. On a entendu quelque part que certains syndicats ont eu à lever des mots d'ordre de rétention d'informations, mais je voudrais tout simplement préciser que l'SDT3S n'en fait pas partie. Des agents de santé qui dénoncent également le retard des paiements de salaire dont souffrent les contractuels en service dans les postes de santé. C'est donc un signal fort à l'endroit des autorités centrales lancé par ces syndicalistes en conférence de presse au centre de santé de Matam. Santé avec cette inquiétude à l'hôpital Albert Royer, diarrhée, mal de tête et vomissements, motif de consultation à l'hôpital Albert Royer. De quoi inquiéter les parents nombreux à se ruer vers l'établissement hospitalier. Reportage Yaïkou Mondjaï.
Le constat est là, le service d'accueil et des urgences de l'hôpital pour enfants Albert Royer est bondé en ces temps qui courent. Des cas de diarrhée et de vomissement, principaux motifs de consultation chez les tout-petits. Actuellement, en effet, on note une recrudescence vraiment des cas de diarrhée et de vomissement chez les tout-petits. Les causes sont principalement dues au gastro-entérite d'origine virale, qui constituent de loin les causes les plus fréquentes. Donc c'est les causes virales. Notamment, on a également on peut avoir des causes bactériennes parasitaires comme mycosiques. Face à cette situation, les parents sont invités à plus de vigilance, détecter les signes d'alerte qui peuvent entraîner de graves complications chez l'enfant et voir au plus vite un médecin. Concernant les signes d'alerte, donc c'est principalement les signes de déshydratation, à savoir une perte de poids, des yeux qui sont cernés, une soif intense, etc. On peut avoir une fièvre qui est persistante malgré la prise de médicaments. On peut noter également la présence de glaire ou de sang dans les selles, ou bien des vomissements que l'enfant vomit tout ce qu'il prend, des vomissements incoercibles, ou bien une diarrhée qui est vraiment abondante, qui excède les plus de 6 selles par jour, etc. Docteur Fatoumata Fofana est pédiatre à l'hôpital Albert Royer. Elle conseille une réhydratation des enfants souffrant de ces pathologies plusieurs fois par jour après chaque vomissement, sans oublier la prise de médicaments antidiarrhéiques. La principale attitude repose sur la réhydratation. Donc c'est la réhydratation et on ne réhydrate pas avec de l'eau simple. Non, il faut des solutés de réhydratation au bout, donc qu'on appelle SRO, que les parents peuvent donner aux enfants. Donc en augmentant la fréquence, à savoir toutes les 10 minutes, une cuillerée après chaque selle, après chaque vomissement, en tout cas à volonté, pour éviter que ces enfants ne se déshydratent. Donc en dehors de cette solution-là, il y a une réalimentation précoce aussi à faire quand les symptômes se calment un peu. Et les médicaments également peuvent être nécessaires, la prise de certains médicaments, les médicaments antidiarrhéiques, voilà, dans la prise en charge, mais tout en complément avec les solutés de réhydratation. Des études faites à Albert Royer montrent 2 pics de fréquence de ces épidémies pendant la saison fraîche, comme c'est le cas actuellement. Merci Aïkoumba. Et puis un mot de sport avec la nouvelle équipe dirigeante de Mbour, pensionnaire du Stade de Mbour, pensionnaire de la Ligue 2, en réunion pour ramener le club au premier plan. Et un plan justement stratégique de 4 ans est en gestation. Voici le président Moussa Mbaye. Les objectifs sont d'abord d'ordre administratif. Donc nous avons discuté des voies et moyens pour trouver au Stade de Mbour une administration performante, une administration professionnelle aussi. Donc nous avons identifié les postes pour lesquels nous devons vraiment ne pas nous engager dans la voie du bénévolat. Donc vraiment, je pense que ce qui a été dit de plus marquant dans ce sens, c'est qu'on ne peut pas administrer un club de football à partir de 17h, 18h jusqu'à 20h. C'est pas possible. Donc nous allons trouver des gens qui vont être au service du club, qui vont être des travailleurs payés par le club. Et voilà, sur le plan de l'administration, par exemple, voilà ce que je pourrais vous dire. Sur le plan des finances aussi, nous avons discuté de la mobilisation des ressources, de la transparence aussi à mettre en œuvre et également donc de la reddition des comptes. Nous nous sommes félicités d'abord de la place actuelle de l'équipe de football en Ligue 2, mais nous avons discuté des voies et moyens de consolider cette place-là. Nous avons parlé des recrutements donc à faire durant le mercato qui est déjà ouvert et qui doivent nous permettre non seulement d'opérer la remontée en Ligue 1, mais également d'y rester et définitivement. Et nous avons également parlé à ce niveau-là des moyens à mettre en œuvre pour l'équipe de football, pour que cette équipe de football-là devienne une équipe performante. Il faut rappeler que le Stade de Mbour est un club pluridisciplinaire. Donc nous avons en notre sein des sections de basket, de handball et de sport boule même. Mais nous envisageons également d'explorer d'autres disciplines. Mais pour celles qui sont déjà là, nous avons discuté d'abord avec les sections elles-mêmes. Les problèmes ont été identifiés, les solutions aussi ont été proposées pour permettre à ces sections-là aussi, que ce soit pour le basket, pour le handball, vraiment de commencer donc à rayonner.
C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Beder et son invité dans Soir d'Info. La suite, bonne suite des programmes sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.